Nous avons joué à un petit jeu de société le jour de la réouverture du bar qui a rassemblé pas mal de monde puisqu'on était tous là ou presque. Un jeu pas très charitable, il est vrai, qui consistait à relever toutes les occasions où le gouvernement n'aurait pas pu faire pire que ce qu'il a fait. Évidemment, certains d'entre nous ont dit on va pas refaire le passé, mais Gustave, le bouquiniste ruiné par le confinement et qui reprend timidement les marchés en ce moment depuis une semaine, nous a dit non, il est question de l'avenir en fait. C'est quand tu regardes comment ils ont géré les choses depuis un an que tu sais où on va et ça fait assez peur. Et moi j'étais content aussi ce matin-là parce qu'on a revu le petit Vladimir, notre russo-ukrainien, bien de chez nous pourtant, et dont la mère, l'ukrainienne, donc a épousé un éleveur d'ici en 93. Et elle avait chopé le virus, nous a-t-il dit, pendant qu'elle était en chimio à Montpellier. Autant dire que ce gosse, enfin maintenant il a 35 ans, était assez remonté contre le pouvoir en France. En plus, il nous a dit, tu apprends que toutes les chimios sont fabriquées en Chine. Vraiment sympa. Alors je vous livre les choses comme elles ont fusé ce matin-là, c'est-à-dire de partout et à propos de tout. Même l'aspect physique du Premier ministre y est passé. Il y a une dame qui a dit, avec sa barbe noire et blanc, on dirait un cochon d'Inde. Et là, l'abonné au Monde a répliqué avec mépris, mais punaise, le niveau de l'argumentation, on croit rêver. Alors un troisième a dit à l'abonné au Monde, tu peux t'estimer content qu'on ait gardé notre sens de l'humour, parce que si on le perd, le Édouard Philippe, il va devoir demander l'asile à l'Angleterre après les élections. Pourquoi l'Angleterre, a-t-on demandé? Parce qu'il habite le Havre, c'est plus proche, etc. Voilà le niveau de la conversation du matin. Nous n'étions pas debout au comptoir, c'était interdit, mais assis un peu partout sur la terrasse, laquelle s'était étendue jusqu'au parking voisin, avec une personne tous les mètres 50, même tous les 2 mètres, c'est-à-dire bien moins proche que dans un autobus ou un TGV. Accessoirement, nous étions déployés sous les fenêtres d'une dame dont la maison dominait la terrasse étendue donc, qui disait c'est bien gentil, mais qu'a prévu la mairie pour moi, hein, des boules caisses. Et elle n'avait pas tort. On peut dire que l'extension des terrasses n'est pas une très bonne affaire pour tout le monde dans les villages et dans les petites villes. Bon, là, il était près de midi, le soleil brillait. Et tant qu'à parler du Premier ministre, a dit quelqu'un, toi qui es si fort, donne-nous le nom du prochain. Oui, du prochain Premier ministre, puisqu'il va y avoir, à ce qu'on dit, un remaniement. Il parlait à Gustave. Et c'est là qu'a commencé notre jeu du trouver le pire, parce que Gustave a dit, si on doit suivre la loi du pire qui s'impose apparemment à tous ces gens de l'AREM depuis le début, Macron va nommer Bayrou, qui est frais comme un camembert de l'année dernière, mais surtout ce Bayrou est tellement la pire chose qui pouvait arriver à la France, que Houellebecq l'avait même prévu dans un livre cafardeux paru il y a 3 ou 4 ans, que personne ici n'a lu évidemment. Ah si, peut-être notre ami romancier a-t-il dit. Oui, il le voyait carrément Premier ministre, ce Bayrou. Et j'ai confirmé, et Gustave a donc exposé sa théorie selon laquelle, c'est bien simple, le mandat Macron était une sorte de jeu de loi, de la stupidité, qui durait depuis 3 ans, et que dans tous les domaines, il suffisait de lire les pires cases du jeu pour savoir sur lesquelles le parti au pouvoir allait tomber. C'est pas dur, a-t-il dit, ces gens-là, celles et ceux-là, tombent systématiquement sur les cases les plus nulles, les plus funestes. Quand ils jouent au dé entre chaque coup, c'est raté à chaque fois. Par exemple, après un coup de dé, ils tombent sur la case « Vous avez une épidémie sur les bras et vous faites l'étourdi au lieu de dire la vérité ». Ensuite, nouveau tirage de dés, paf, c'est la case, comme vous voulez faire oublier que vous avez rien fait au début de l'épidémie, vous en faites trop après 1 mois, et vous emprisonnez votre population chez elle, alors que seulement un tiers court un véritable risque. Case suivante, vous ruinez les petits patrons de Biarritz et de Bayonne qui n'ont jamais vu l'ombre d'un virus, et accessoirement les bouquinistes comme moi, ou les charpentiers comme Vladimir, à qui vous dites ça va vous permettre de vous cultiver, lisez un peu, que diable, passer un confinement apprenant. Fermez les guillemets. Vous n'annulez pas le premier tour des municipales, mais vous annulez le deuxième. Vous dites pas on revote tout à l'automne, c'était pas équitable. Et là, l'abonné au Monde a dit ah oui, alors on peut savoir ce que tu aurais fait à la place. Eh ben moi, a dit Gustave, déjà j'aurais chauffé les dés là avant de les jeter. Et par exemple, je me serais arrangé pour tomber sur la case je ferme les frontières, ou la case je fais tester tout le monde dans les aéroports. Il y avait une case aussi, comme vous n'avez pas assez de masques pour votre population, vous demandez aux gens de fabriquer un écran de tissu, de porter un foulard quelconque dans les lieux publics dès le 1er mars, en excusant l'état des stocks de la nation et en disant ça ne se reproduira plus.
eh ben ils sont pas tombés sur cette case du jeu, mais sur celle à côté qui disait « Je mens comme un crétin et je dis que ça sert à rien de porter un masque ». Ensuite, 3 coups de dé encore, et là c'est la totale, c'est la case « Je me fais promener comme un bleu par une bande de médecins payés par les labos américains, mais je me dis qu'au moins en cas de pépin, c'est eux qu'on va tenir pour responsables ». Après, a continué Gustave, toujours sur le même ton, il y a la case « Je suis incapable de fournir du désinfectant, des repas chauds, des toilettes d'autoroute aux camionneurs qui sillonnent la France pour que les gens aient de quoi manger ». En revanche, j'évite soigneusement la case « J'organise les 2 tours des municipales fin septembre » en disant que les médecins finalement m'ont menti et ont affolé la France entière pour parader dans les médias. Au lieu de ça, comme je suis prisonnier du mensonge depuis le début, je vais voir Raoult pour faire plaisir à l'opinion. Mais en rentrant, je choisis autre chose que son protocole, ou je choisis rien du tout d'ailleurs, un nouveau coup de dé et hop, je tombe sur la pire des cases, celle de la mauvaise foi institutionnelle. Et malheureusement pour moi, le professeur Raoult vire en tête dans tous les domaines. Il dit l'épidémie va s'arrêter et pof, elle s'arrête. Il dit la contre-étude est bidon et elle est bidon. Mon protocole est efficace et selon toute vraisemblance il l'est. On interdit donc carrément de le prescrire. Et ça, c'est la case vous interdisez la prescription et le traitement sur la foi d'une étude entièrement faussée en disant c'est pas moi, c'est le comité scientifique. Bon, alors je lui ai dit, on a compris là le coup le principe des cases, mais maintenant il reste la moitié des cases avant la fin du jeu. Apparemment, ils sont habitués des mauvais tirages. Alors qu'est-ce qu'elles contiennent, ces fameuses cases maudites qui sont devant nous? Eh bien, par exemple, nous dit-il, puisque c'est le pire qui leur arrive systématiquement, le Premier ministre, qui se voyait maire du Havre, se fait battre, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la gestion locale. On lui reproche tout le reste, et on a raison. Et parmi les pires cases, il y a aussi, c'est-à-dire le contraire de ce qu'il faut faire, tu as la ministre du Travail qui a l'air d'un mannequin de chez Océdar et qui te dit les patrons devraient baisser les salaires pour compenser la perte subie pendant le confinement. Alors ça s'appelle de la déflation et tous les économistes te diront que c'est la porte de l'enfer. Mais visiblement, chez Macron, ils s'en foutent de laisser la porte ouverte. Ensuite, comme tout le monde parle en ce moment de plainte au pénal, il va faire dessaisir les juges et faire dire à la presse, c'est déjà fait d'ailleurs, qu'une commission d'enquête parlementaire, c'est beaucoup mieux que ça. Ben oui, c'est beaucoup mieux, en effet, on peut lui faire dire ce qu'on veut, y compris et surtout, c'est pas nous, c'est la fatalité, si le virus a ruiné l'économie, alors que tout le monde maintenant en France sait, en regardant la Suède par exemple, que c'est pas du tout une fatalité. Et là, il y a une case du jeu de loi qui leur tend les bras pour être sûr de ne pas être inquiété par une commission d'enquête. Il nomme le président de la commission, le président de l'Assemblée, qui ne peut pas non plus leur refuser quoi que ce soit depuis qu'on l'a blanchi dans une autre affaire sur laquelle je ne reviens pas. Alors paf, un coup de dé et c'est fait, et dans le même temps tu fais nommer président, pourquoi pas, de la Cour des comptes, un type qui n'osera pas dire que la gestion des finances en ce moment est digne du bureau. Alors là, le petit Vladimir, qui avait compris le principe de ce jeu de loi lui aussi, a fait mine de lire les cases sautées, celles que le tirage ne permettait jamais d'atteindre. Et c'était par exemple, je fais tester et masquer les généralistes et le personnel des EHPAD dès le début avril, ou bien il y avait la case aussi, je demande son aide à la Russie pour les masques, je confine pas la Bretagne, le Bordelais, le Pays Basque, le couloir rhodanien, afin qu'ils continuent à assurer la richesse du pays. Je profite de la crise pour laminer le système de fraude aux cartes vitales et aux faux retraités. Là, je profite de la crise aussi pour dire plus de migrants, c'est fini. Alors là, l'abonné au Monde a eu le culot de lui dire bah, tu peux parler, toi, tu es un Ukrainien. Et il a répondu je peux surtout parler parce que je suis né orthodoxe et qu'il y a des icônes plein mon salon. Moi, j'ai rien contre les migrants s'ils honorent la Sainte Vierge. Hein, ça devrait être un critère à l'entrée. Et il a continué en énumérant comme ça les bonnes cases. Je profite de la crise pour soumettre toutes mes aides à un retour des industries à la maison. Je fais semblant d'accepter l'argent européen pendant une année ou deux avant de claquer la porte en disant désolé, mais vous nous réclamez les clés de la maison sous prétexte que vous avez dépanné la chaudière. Là, on vient de payer 20 ans pour entretenir l'Allemagne. C'est fini tout ça. Et tout ça, c'est des cases du jeu qu'ils vont éviter soigneusement. Alors là, il y en a un ou deux qui ont dit, mais dans le jeu de loi, il n'y avait pas des cases prison, il me semble me souvenir pourtant. Là, c'était vraiment trop pour notre abonné au Monde qui a dit, moi ce que je vois surtout, c'est que vous n'avez rien à proposer.
Au contraire, a dit Gustave, ce qu'on a à proposer, c'est déjà de clouer le bec à ceux qui disent on peut pas, c'est pas possible, etc. Parce que dans l'histoire humaine et dans l'histoire de France en général, tout est possible. Il suffit de vouloir et d'imaginer. Moi, j'ai une chose à proposer, a dit Vladimir. Déjà, je vais te donner un exemple. Tu sais que je suis dans le bois et les charpentes. Eh ben, avec mon gouvernement à moi, l'État interdirait, net, comme ça, d'exposer et d'exporter nos forêts en Chine pour voir revenir des meubles en chêne fabriqués là-bas et vendus chez Conforama, qui ruinent les mecs comme moi, évidemment. Vendus chez Conforama, a dit Gustave, c'est fini, ils mettent la clé sous la porte. D'ailleurs, à ce propos, a-t-il ajouté, ils ont quand même cassé l'élan. Hein. C'est vrai qu'il y avait de la surconsommation, mais là maintenant, ils ont introduit la sous-consommation. Et là, je vois vraiment pas trop de solution. Si les gens commencent à se dire à quoi bon changer de télé, de voiture, de commode, on est assez mal parti. Et Vladimir, dont je n'ai pas précisé que c'est un type qui, moi je n'ai pas précisé que c'est un type qui calcule très vite, qui joue aux échecs, qui croit à la génétique et qui dit que c'est pas pour rien que les Russes sont les meilleurs mathématiciens au monde. Vladimir, qui n'est pas spécialiste en charpente pour rien, a dit, moi j'ai des solutions. Apparemment le problème est que les gens ne veulent plus dépenser, donc tu m'excuseras, a-t-il dit à l'abonné au Monde, mais moi je les y oblige à dépenser. C'est une solution que j'ai lue quelque part dans un article récemment à propos des conseillers de Poutine qui planchent sur le marché intérieur. Alors ça évidemment, a dit l'abonné au Monde, Poutine, ce grand humaniste, hein. Vladimir a répondu, c'est surtout le contraire d'un con, alors que Moscovici c'est plutôt un synonyme. Alors écoute ma solution miracle, c'est d'ailleurs pas la mienne mais ça vaut le coup. Il suffit de caler le taux d'imposition sur ce que tu ne dépenses pas. En fait, tu payes une taxe sur l'argent qui dort, l'argent du livret A, tu punis les gens qui n'achètent pas quand ils ont de l'argent. On pourrait même calculer, avec la complicité du système bancaire, la part de non-consommation à salaire égal par rapport au même mois de l'année précédente. Et c'est ça qu'il faudrait taxer, c'est l'argent qui ne travaille pas. Donc, a dit Gustave, tu les incites à recommencer à aller acheter des merdes chinoises. Ben non, nous a-t-il dit, parce que les chinoiseries, tu les empêcheras de venir. Alors là, a dit Gustave, c'est fini, nous sommes trop dépendants maintenant. Et Vladimir l'a arrêté en disant, ce sont les Chinois qui dépendent de nous. Parce que voler le talent d'autrui pour en avoir un, c'est un facteur de dépendance et ils ont beau nous vendre des trucs par millions et être nos créanciers, ils n'arrêtent pas d'espionner ce que nous faisons pour arriver à concevoir ce qu'ils nous vendent. Il paraît, a dit Gustave, que Poutine a un plan, celui de s'allier avec eux pour équilibrer l'influence américaine. Et là, Vladimir a dit, honnêtement, est-ce que tu crois que Poutine ferait ça s'il n'avait pas l'intention de dominer les Chinois un jour ou l'autre à terme? Et il va les dominer comment, a demandé l'abonné au Monde, qui haïssait vraiment Poutine. Eh ben, il va les dominer parce que la Russie a le gène de l'imagination, de l'invention, des mathématiques, comme les Européens d'ailleurs, et qui a des qualités qui ne s'achètent pas et qui ne s'apprennent pas. Des qualités dont on ne peut que voler le résultat à ceux qui les possèdent. Crois-moi, a-t-il dit, Poutine sait très bien où va la Russie en ce moment. Alors là, quelqu'un l'a interrompu et a dit, écoute, nous on s'en fout, on aimerait bien savoir où va la France. Et nous avons failli en rester là ce matin-là, mais parce que la question était trop vaste, évidemment. Mais Gustave l'a resserré, cette question, tout d'un coup. Il a dit, écoute, on peut dire déjà que la France va vers la schizophrénie la plus totale. Avant-hier, tu avais des milliers de clandestins venus du Mali ou du Congo qui défilaient à Paris en disant qu'ils voulaient des papiers, du boulot, des allocs, je sais pas. Et hier, tu avais des milliers d'antiracistes qui défilaient toujours à Paris sous les caméras, en foule compacte, malgré l'interdiction de la manif, malgré les consignes sanitaires, pour dire qu'ici c'est comme aux États-Unis, etc., etc. Ici à Villeneuve, dans ta ville, pendant ce temps, à côté, tu avais des intermittents du spectacle qui défilaient à 4 mètres les uns des autres, tous avec leurs masques, ils étaient 80 à peine, pour dire qu'ils étaient ruinés par le confinement, sans qu'il y ait eu intervention de la police. Chacun a reçu chez lui une amende de 135 € pour manifestation interdite. Ça veut dire qu'ils ont été reconnus par les caméras de surveillance de la ville. Imagine, on avait probablement leur adresse. Alors quand tu vois ici la petite serveuse sur la terrasse avec son masque à fleurs, les tables espacées de 2 mètres, le gel hydroalcoolique, et quand tu compares avec les foules haineuses de la place Clichy, tu te dis mais on nous prend vraiment pour des cons. Et forcément, il y a une limite. Et Vladimir qui s'en allait a dit, la limite, nous l'avons en tête. À bientôt, merci.